Bienvenue dans ce podcast Philosophie. Philosophie est un podcast. Si la philosophie en tant que discipline universitaire se porte bien, difficile d'en dire autant en sa capacité d'être mise en pratique. Nous aimons la philosophie et nous aspirons à une sagesse de la vie de tous les jours, une philosophie pratique. Comment puis-je mettre en pratique mes valeurs et mes idées dans la vie de tous les jours ? Je me la raconte, je me la raconte, et le concept principal de ce podcast, il se veut défenseur d'une philosophie de la rencontre, d'une maïeutique, rendre la pensée vivante par le dialogue. Pour ce, l'invité du jour. Anna. Bonjour Anna, c'est un plaisir de te recevoir. Anna se raconte, bien que dans la culture française, on peut le dire, cet exercice fasse souvent l'objet de critiques. Il se la raconte, elle se la raconte. Entendons-nous bien trop souvent Dieu, soi-même, autrui, la nature, la vie, se faire savoir, n'est-ce pas nécessaire à la vie ? Elle s'appelait Anna, rappelle-toi. La plume courait entre ses doigts. Elle écrivait des mots d'amour et de foi, car elle avait 13 ans. Alors Anna, c'est un plaisir, comme je le disais, de te recevoir sur ce podcast. Pour être honnête, j'attendais l'occasion d'échanger avec toi, car j'avoue, je suis admiratif de ta capacité à exprimer tes idées. J'ai pu le voir notamment par ton exposé l'année dernière sur je ne sais plus quel sujet, mais j'ai été marqué en tout cas par cette capacité à formuler tes idées. Donc c'est un honneur pour moi de te recevoir dans ce podcast, Anna. Merci de compliment, monsieur Abel. Et alors la grande question, la question de départ, n'est autre que, Anna, qui es-tu ? Qui suis-je ? C'est un peu la question de toute une vie, je te dirais. Je pense sincèrement qu'on est étranger à nous-mêmes et que la question de savoir qui on est, c'est une recherche qui est un peu permanente. Je pense qu'on n'arrivera jamais à capter cette idée de soi, parce qu'on est trop en fait singulier à nous-mêmes, on n'est pas assez objectif par rapport à nous-mêmes. Et je pense que le fait d'être au plus près de soi, au plus près de son corps, en fait, c'est ce qui, en même temps, nous éloigne le plus de lui. Donc c'est pour ça que cette question de qui suis-je, pourrais te parler de choses impersonnelles. Je m'appelle Anna, j'ai 19 ans. Je suis en double licence à l'ICP, en droit et en philosophie. Mais c'est des choses qui ne me caractérisent pas concrètement. Je pense que tout le monde pourrait faire ça. C'est pas ce qui me définit en soi. Et moi, comment je pourrais me concevoir, comment je pourrais dire quel est mon être, ça serait assez technique, ça serait peut-être des mots assez vastes, mais ça ne serait pas vraiment ma personne, puisque je pense qu'on ne peut jamais capter la personne qu'on est. Il y a tellement de choses sur lesquelles je peux rebondir que je ne sais plus par où t'attraper, Anna. Mais alors, une chose que tu relèves, c'est ce paradoxe dans la démarche de se saisir, de chercher à se définir. Dans cet exercice, c'est que on se découvre au contact d'autrui. Du moins, tu sembles dire qu'on a besoin d'un autre regard que le nôtre pour tenter de savoir qui on est. C'est ça. Et jamais dans une démarche de en soi, mais de se diriger un peu plus vers le savoir du non-savoir, c'est-à-dire sans chercher à se saisir totalement, ou bien sans avoir pour but de se saisir totalement, se saisir un petit peu plus, être chaque jour moins ignorant du soi. Et en même temps, on ne peut pas totalement se définir par le regard des autres ou par autrui. Donc, il y a forcément une conversation intime à avoir, sachant que il y a des pensées que tu as, il y a un point de vue qu'on ne peut pas t'enlever sur la vie, sur l'existence, sur l'être, sur autrui, sur toi-même, qui ne sera jamais celui que autrui a sur toi. Et donc, tu dis, peut-être la meilleure approche, c'est par des propos vastes. Quels sont ces propos vastes qui pourraient nous en dire un peu plus sur qui est Anna, du moins nous rendre moins ignorants sur qui est Anna? Déjà, c'est une recherche de long terme, on va dire, puisque en fait, j'essaye chaque jour d'essayer de me rapprocher un peu plus de moi-même. Donc j'essaye de comprendre qui je suis par rapport à des situations, par rapport à l'expérience, par rapport à ma propre personne. J'essaye vraiment d'analyser un petit peu des réactions que je peux avoir dans la vie de tous les jours. J'arrive à cerner, en fait, c'est que tu captes un moment un peu un trait de ta personnalité, mais c'est un trait qui peut aussi s'échapper parce que tu évolues, donc on est tout le temps en devenir, en fait. Donc je pense qu'on n'a pas vraiment de trait
très fixes. Il y en a qui s'accentuent plus que d'autres, je pense, au fil du temps. Et c'est en fait cette recherche quand même d'avoir un peu des catégories constantes et vraiment d'essayer d'aller à l'essence même de sa personne. Et donc bien sûr, j'arrive à trouver parfois des traits de ma personnalité. Qui suis-je ? Je pense que je suis avant tout un peu une personnalité double parce que c'est tout et son contraire. Je suis autant dispersée que concentrée, je suis autant dans mes rêves que par exemple sur la Terre. Tu vois, c'est vraiment un peu cette dualité entre deux traits qui fait que, en fait, plus tu essayes de chercher, d'essayer de comprendre qui tu es, et plus justement tu n'arrives pas à capter qui tu es. Parce que tu trouves qu'en fait, plein de traits ne sont pas cohérents ensemble, et du coup, tu te perds un peu dans ton propre raisonnement, et tu as du mal à savoir. Donc en fait, plus tu cherches, j'ai l'impression que plus tu ne sais pas, et c'est un peu le problème. Donc j'aimerais bien te donner énormément tout un défilé par exemple, des traits de personnalité que j'ai pu constater. Mais il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup en plus qui ne vont pas ensemble. Très intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe justement quand on fait cette analyse-là, quand on fait ce constat, quand on observe deux points de sa personnalité qui peuvent sembler contradictoires, paradoxales? Premièrement, comment on les articule puisqu'ils sont en nous? Du moins, si on décrit ces traits de caractère comme extérieurs à nous, il s'avère que dans notre cheminement, c'est-à-dire la vie quotidienne, on les emprunte, on est tantôt l'un, tantôt l'autre. Sous quelles conditions tu es l'un et sous quelles conditions tu es l'autre? Ça dépend, je pense, de l'état d'esprit. Parce qu'aussi, je pense qu'on est pas mal conditionné par des facteurs, comme par exemple la fatigue, comme par exemple une mauvaise humeur. En fait, je pense qu'on est pas mal imprégné de toutes les émotions qui sont aussi autour de nous. Et que, en fait, du coup, ma personne va être influencée par ces facteurs et va réagir autrement. Donc, par exemple, si je suis de mauvaise humeur, je vais être beaucoup plus impulsive. Si je suis de bonne humeur, je vais être excessive, je vais rire aux éclats. Et pourquoi j'aurai cette bonne humeur-là? Peut-être parce que j'ai eu une bonne nouvelle, peut-être parce que, je sais pas, on m'a fait un cadeau. Et si je vais être de mauvaise humeur, parce que par exemple, je suis fatiguée, on m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Et donc, en fait, notre personne, elle est constamment, je pense, aussi influencée par rapport aux influences extérieures. Et tu tends à être une personne en fonction des différents modèles que tu as en face de toi. Alors, est-ce que justement tenter de se saisir, se comprendre, c'est pas s'intéresser à comment on réagit en fonction de chaque situation, c'est-à-dire ne pas analyser forcément les traits de caractère en soi et se définir par ces traits de caractère-là, mais plutôt en fonction des situations, de s'observer et de voir un peu comment on se positionne. Déjà, le fait de le savoir, le fait d'être conscient que on peut être déterminé ou conditionné par bien des événements. Est-ce que le fait de le savoir, ça ne fait pas de nous un être déjà différent? Si, je pense que notre rapport au monde, en tout cas la vision qu'on peut avoir du monde, elle est intimement liée avec ce qu'on est. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que la vision que je vais porter sur une situation va influencer de manière significative ma personne, mais ma personne va aussi influencer de manière significative le monde. Intéressant. Je pense que c'est deux choses qui se rejoignent. Ça va dans un sens, mais ça va également dans l'autre. Je pense que si tu as une pensée positive du monde, si déjà tu arrives à poser, on va dire, une vision claire et précise du monde qui t'entoure, tu vas pouvoir après le pratiquer, tu vas pouvoir avoir tes traits qui vont pouvoir ressortir d'une différente manière. Si tu as quelque chose, par exemple, je te donne un exemple, si tu vois le monde de manière très négative, ça va être tes traits très négatifs qui vont ressortir. Après, les défauts et les qualités, tu vois si c'est des défauts ou pas, ou des qualités, mais moi je considère que défauts et qualités, c'est à peu près... c'est très subjectif, à mon avis, parce qu'il y en a qui finalement peuvent être des qualités, d'autres des défauts. Totalement. Mais ça va être vraiment en fait la vision qu'on va porter et ce qu'on a aussi envie de faire retranscrire. Je pense qu'on n'est pas conditionné à être ce qu'on est. Je pense qu'il y a un énorme travail à faire sur soi-même. C'est ce que j'ai fait. Je fais beaucoup de travail sur moi pour essayer parfois de camoufler des défauts qui peuvent, par exemple, un peu me bouffer la vie. C'est vraiment des exercices qu'il faut faire et j'ai ce trait de caractère, mais c'est pas pour autant que je suis destinée à l'avoir toute ma vie et à être vraiment, on va dire, esclave de ce trait qui m'empêche parfois d'avancer.
Et je pense que c'est en fixant un objectif clair que tu peux réussir à changer ça. C'est aussi par rapport aux expériences, bien sûr. Le vécu, je pense que plus tu vis, si imaginons il y a quelque chose qui te pèse, bah, tu vas vouloir l'enlever parce que tu ne peux pas avoir un poids toute ta vie. Mais je pense que ouais, le monde et soi, cette interaction entre le moi et le monde peut justement faire varier tes traits de personnalité, en tout cas ceux que tu veux faire ressortir. Ça nécessite un choix clair. Ouais, je pense que c'est un choix, mais c'est pas un choix facile. Ça s'est présenté à toi? Oui, bien sûr, il faut parfois essayer de changer de route, de se diriger vers un autre chemin, parce que celui que tu empruntes n'est pas forcément le bon. Donc tu fais un choix, mais qui est parfois un peu obstrué par beaucoup de choses, par tes pensées, par les gens, la peur de faire des choix aussi, c'est très compliqué. Qu'est-ce que tu veux? Aussi la paresse de se dire je me complais aussi dans un chemin qui n'est peut-être pas forcément le bon, mais dans lequel je suis et j'ai pas envie de dévier ma route. Et ouais, le choix de vouloir voir peut-être quelque chose de plus positif pour être plus positif. Quand tu as une vision négative, on va dire que ton moi est beaucoup plus négatif. C'est ça en fait. Ta vision du monde va un peu se retranscrire en toi. Et je pense que quand tu veux vraiment faire ressortir, on va dire, la meilleure personne, enfin les meilleurs traits de ta personne, je pense qu'il faut vraiment que tu vois aussi le meilleur et que tu fasses le choix du meilleur, qui après est encore une question, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui est le meilleur pour toi. C'est encore une recherche en fait. Toute la vie est pour moi une recherche de la vision du monde, de soi et de justement cette harmonie entre les deux. Si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors l'autre ne peut être que l'enfer. Pourquoi? Parce que les autres sont au fond ce qui est de plus important en nous-mêmes pour notre propre connaissance de nous-mêmes. Ce qui veut dire que si mes rapports sont mauvais, je me mets dans la totale dépendance d'autrui, et alors, en effet, je suis en enfer. Et il existe une quantité de gens dans le monde qui sont en enfer parce qu'ils dépendent trop du jugement d'autrui. C'est intéressant la façon dont tu abordes la vision. Alors j'aimerais un peu faire un arrêté sur ce terme, parce que tu sembles dire, en fonction de comment on voit le monde, du moins on choisit de voir le monde comme si il y aurait au préalable un choix de la vision qu'on attribuerait au monde. Alors que la vision, communément, on dirait qu'il y a la chose, il y a les événements, il y a l'extériorité, et on ne fait que la regarder. Et tu sembles dire que finalement, après peut-être en termes d'interprétation, ou avant, il y a une posture d'observation qui va te donner des éléments différents en fonction de ce que tu vois. C'est quoi la vue? C'est quoi voir pour toi, Anna? Alors la vision, pour moi, ça va être observer les choses qui m'entourent, ça va être constater aussi. En fait, le but, c'est de regarder beaucoup d'éléments et ensuite en faire un peu une conclusion, une généralité. Donc ça va être beaucoup observer, faire mes conclusions par moi-même. Et ensuite, c'est en tirer des conséquences en fait. T'en tires des conséquences, mais les conséquences, elles peuvent être différentes d'une personne à une autre. Je pense que chacun observe à sa manière. On n'a pas du tout une vision universelle. La preuve, par exemple, pour les peintres qui peuvent dessiner un même paysage d'une manière totalement différente. Ça va être déjà, pour moi, la sensibilité que tu concèdes d'y mettre. Ça peut être aussi ton expérience vécue, ça peut être tes préférences, tu vois, qu'est-ce que je vais préférer regarder, etc. Et en fait, c'est avec un peu toutes ces visions qui mènent à la fois observer, synthétiser, interpréter, etc. Qu'après, tu te donnes une propre vision. C'est pour ça que pour moi, le monde, c'est une interprétation. Après, pour moi, ça vient aussi après, ensuite. C'est d'abord un peu une recherche de soi, une recherche du monde, qui peuvent ensuite, tu vois, s'entremêler. Ça semble toujours être en tout cas dans un rapport. Pour moi, c'est un rapport. Certes, on est deux entités différentes. Enfin, on est en même temps imbriqués l'un dans l'autre, parce qu'on est ensemble, mais on est en même temps séparés parce que je suis à l'intérieur de moi-même, le monde est extérieur, on n'est pas fait de la même manière, je suis un être pensant, c'est un être muet, tu vois. Donc forcément, on n'est pas la même chose, mais on est ensemble. Je vis dans ce monde et j'évolue dans ce monde. Et donc ma personne va évoluer dans ce monde. Donc pour moi, c'est impossible qu'on puisse me séparer du monde et c'est impossible qu'on puisse se comprendre sans comprendre ce qui
on va dire, nous entourent au quotidien. Intéressant. Anna, quelles sont tes qualités et tes défauts? C'est une très bonne question, parce que comme je te disais juste avant, j'ai un peu un rapport avec les défauts et les qualités qui est assez particulier parce que je considère que les défauts peuvent être des qualités, les qualités peuvent être des défauts, et qu'en fait je les mets un petit peu, peut-être pas sur un piédestal, mais en tout cas, l'une ne va pas pour moi sans l'autre. Je peux avoir une qualité qui va être vue comme un défaut, ou je peux avoir un défaut qui peut être vu comme une qualité, par exemple. Tu vois ? Exemple. L'exemple. Par exemple, la sensibilité, j'ai longtemps cru et j'ai longtemps pensé que c'était un de mes défauts, par exemple. Et en fait, on m'a dit il n'y a pas longtemps, en parlant avec des personnes, etc., que c'était une qualité. Ok. Pourquoi pensais-tu que c'était un défaut? Ou pourquoi ça s'est présenté à toi comme un défaut? Ça s'est présenté à moi comme un défaut parce que je me sentais plus vulnérable par rapport au monde. Je sentais que plus d'informations pouvaient venir vers moi, plus d'informations pouvaient me toucher. Que tu catégorisais comme déstabilisante? Oui, c'est ça. Parce que du coup, tu es plus vulnérable. Je considère que ça vient à toi et c'est un flot d'informations et qui, en fait, te laisse un petit peu... Qui t'enlève du pouvoir de décision, qui te braque, en fait, un peu. Parce que quand tu as un flot d'informations assez conséquent, tu as des réactions, du coup, qui sont plurielles et tu as des réactions qui sont beaucoup plus excessives. Tu vois, par exemple, la tristesse, elle va être décuplée. Par exemple, le stress va être décuplé. En fait, chaque émotion va être décuplée, ce qui fait que parfois, tu n'arrives pas à gérer tout ce flot qui vient en toi. Et dans la vie de tous les jours, quand tu as des excès comme ça, c'est quand même assez... Enfin, moi, je considère que c'est assez mal vu. Et en plus de ça, ça te freine, c'est un obstacle. Tu n'arrives pas à avoir vraiment cet esprit très rationnel, en fait, qui est demandé et qui est beaucoup plus accepté dans nos sociétés, je pense. Un esprit clair, concis, alors que le mien abonde parfois de sentiments que parfois tu ne peux même pas exprimer. Donc c'est aussi le fait de refouler ces sentiments. C'est quelque chose qui est hyper compliqué parce que tu ne peux pas les exprimer, donc tu les refoules, et donc tu les refoules, mais tu les intériorises. Et en fait, au bout d'un moment, c'est un peu comme une bombe à retardement et t'exploses, quoi. Et donc je voyais ça comme un défaut parce que c'est une entrave pour avancer, je trouve. Parce que ça te bloque, tu restes coincé en fait sur une émotion, ou tu restes bloqué sur tout ce flot d'informations, on va dire. Et sauf que maintenant, je le vois comme une qualité. Pourquoi ? Parce que déjà, j'en ai parlé avec des gens qui concevaient ça comme une qualité. Mais c'est pas pour autant que ça m'a, au début, conforté dans l'idée. Mais en fait, je pense que ça a une qualité en ce que c'est créateur, en ce que... ça permet de s'exprimer différemment, ça permet d'avoir une autre vision, comme je te parlais, la vision du monde. Tu conçois vraiment les choses de manière différente. Et est-ce que la différence est un défaut ? Je ne suis pas forcément sûre. Donc, en fait, il faut bien l'user. Je pense que les qualités comme les défauts, c'est juste une façon de l'user. Avant, je pense que je l'usais mal de ma sensibilité. Maintenant, je l'use beaucoup mieux. Je l'utilise pour créer des choses, pour que ça m'inspire dans la vie de tous les jours, pour que ça me propulse aussi parfois. Donc c'est vraiment comment on va faire qu'un défaut devienne une qualité. C'est vraiment la perception que tu as toujours des choses. Par la conversation, tu disais. Alors, en parlant à d'autres personnes qui ont une autre approche par rapport à ça, alors, à quel moment tu te dis « Ok, là, il y a quelque chose qui peut peut-être changer ma perception de mon rapport à moi-même entre moi, ma conscience, ma raison et les sensibilités, et ma sensibilité et les informations qui parfois viennent à moi et me dépassent ». Il y a eu les personnes, mais il y a eu aussi moi. Alors ça, quand tu dis les personnes, pardon, ça s'est fait par la conversation ou par l'observation Par les conversations. C'est le fait de s'exprimer, le fait de faire part justement de quelque chose qui pourrait me peser. C'est d'en discuter qui a fait que on a pu me dire que ça pouvait être une qualité, ou même si c'est pas forcément le terme de qualité, ça pouvait être quelque chose qui était bien en soi dans la vie. Enfin, c'était pas un point en fait. On m'a plus fait
comprendre que c'était pas quelque chose de négatif. Ok, intéressant. Alors j'adore Anna parce que tu as cette capacité à répondre aux questions de façon générale tout en répondant à la question qui est très personnelle. C'est-à-dire que là tu m'as fait un développement sans me dire quelles sont tes qualités. Mais oui, parce que j'aime pas rentrer dans le vif du sujet, genre. Mais je le sais et je le vois. Je reste vague. Parler de moi de manière trop précise, ça me fait paniquer. J'ai du mal à être objective sur mes défauts et mes qualités. Parce que je trouve qu'elles s'entremêlent trop et j'arrive pas à voir vraiment celle qui pourrait faire que, indépendamment des autres, elle peut apporter quelque chose, elle peut m'apporter ou apporter aux autres. C'est dur, je te jure. Mais par exemple, dans des défauts, je pourrais dire que je suis très impulsive. Ok, alors, un petit temps. Pourquoi commences-tu par les défauts ? Qu'est-ce que ça dit de toi, Anna ? Parce que j'arrive pas à trouver vraiment des qualités indépendantes des défauts. Alors que j'arrive à trouver des défauts qui sont indépendants des qualités. Intéressant. Donc c'est plus pour ça. Et parce que dans l'impulsivité, en soi, je vois tout sauf quelque chose qui pourrait amener une qualité. Parce que c'est quelque chose où tu réagis sans penser, tu as presque un peu un instinct. Alors est-ce que parfois ça pourrait pas plutôt se présenter ou se décrire comme de la spontanéité ? Non, parce que c'est des choses que je regrette ensuite. Il y a beaucoup de regrets dans l'impulsivité parce que c'est des choses qui ne sont absolument pas réfléchies, qui n'ont parfois aucun sens. C'est juste un peu comme un instinct en fait. C'est très instinctif. Très animal. Très animal, effectivement. Parce que c'est des choses qui ne sont absolument pas rationnelles. C'est comme si ma pensée était déconnectée de la situation qui venait de se passer et je réagis comme ça à vif. Et pour moi, c'est pas spontané. Parce que spontané, il y a quand même une volonté, une pensée qui est derrière. Même si c'est spontané, je pense qu'il y a quand même cette conscience. Alors que dans l'impulsivité, je pense qu'il n'y a pas la conscience de la chose. On fait sans même savoir ce qu'on est en train de faire. Dépourvu de sens. Dépourvu de sens. Je pense sincèrement que j'ai déjà eu des réactions qui n'avaient aucun sens. Et que moi-même, j'ai constaté ensuite qu'ils n'avaient pas de sens. Du fait d'une volonté de directement réenchérir sans même savoir ce qu'on voulait faire. Donc ça, je pense que c'est un des grands défauts. Et je trouve que c'est très animal. Voilà. Tu sembles en être consciente. Oui. Donc comment au fur et à mesure, tu as pu être moins impulsive ? Alors ça, c'est un des problèmes que j'arrive pas trop à résoudre pour l'instant, parce que comme je dis, en fait, on a beau l'analyser, c'est quelque chose qui est instinctif. C'est intéressant. Donc ça, c'est le plus dur. Je pense qu'il y a des défauts qui sont plus faciles à régler, mais celui-ci, vu que c'est vraiment en fait une déconnexion pour moi de la pensée, en tout cas, c'est vraiment comment je le conçois, pour moi, il n'y a pas vraiment de travail à faire dessus. Peut-être se détendre, être plus détendu, comme ça, il n'y a pas de réaction à vif. Plus réfléchi, plus posé aussi. Parce que je pense que quand on réagit impulsivement, c'est qu'il y a un peu trop de choses qui se mélangent. Mais il y a des défauts qui sont très compliqués, même quand on est conscient en fait, du défaut que c'est et de ce que ça constitue et ce que ça peut aussi réserver. Quel est ton rapport au monde ? Comment tu vois le monde ? Quand tu parles de cette impulsivité, tu en as parlé en premier, donc ça semble être quelque chose dont tu es très consciente. Qui certainement dans ton expérience s'est présenté bien de fois. Comment tu vis les moments ? Alors je ne sais pas si c'est descriptif, mais comment tu les décris toi ? J'aime bien partir des exemples, parce qu'à partir des exemples, finalement, on peut remonter. Mais comme je le disais, en fait, toi, tu as cet art de, à partir du général, faire taire le particulier. C'est ça, j'adore. En quoi l'impulsivité, ça... Comment tu vis la chose, quoi ? L'impulsivité ? Oui. Comment je la vis ? Oui. Je peux la vivre mal, puisque ça va entraîner des conséquences. Donc je vais être impulsive, je vais dire quelque chose que je n'aurais jamais dit, je pense, dans la vie de tous les jours, par rapport à un excès de colère, par rapport même, je sais pas, ça file tout seul, quoi. Ok, c'est intéressant. Ça, finalement, c'est totalement lié avec ce que tu disais tout à l'heure lorsque tu parlais de deux personnalités. Oui, parfois ça peut me porter préjudice, en fait. Alors que d'autres fois, l'impulsivité, mais du coup, en fait, tu peux la tourner aussi en même temps en spontanéité, en justement fonçant. En fait, parfois, je pense que je me pose pas de questions.
Et j'essaye en tout cas, parce que c'est compliqué, mais j'essaye le plus possible d'éteindre un peu ma pensée et de foncer en fait dans les choses pour justement avoir un peu une expérience plus folle, ne pas penser à l'organisation. Voilà, je suis très désordonnée, je ne m'organise jamais. J'ai énormément de mal à visualiser le futur. J'ai vraiment on va dire, du mal avec tout ce qui est temps et choses dans le temps. Et donc en fait, je préfère foncer, ne pas savoir peut-être ce que ça prévaudra, mais en tout cas foncer et vivre la chose un peu plus intensément plutôt que vraiment tout organiser. Tu es quelqu'un qui overthink, qui pense beaucoup. Oui, beaucoup. D'où la préférence de ne pas trop organiser, trop... C'est ça, essayer de trouver le juste milieu à justement penser, mais aussi se détacher de cette pensée en faisant des choses qui ne demandent pas forcément réflexion. Et donc, qu'est-ce qui te demande par réflexion? C'est vraiment quand tu fais les choses, on va dire, pas le plus rapidement possible, mais sans essayer d'avoir des étapes pour organiser quelque chose, par exemple. Intéressant. Dans ta vie, il y a quand même des choses organisées, ou du moins que tu as plus ou moins appréhendé, anticipé. Ah, t'as l'air sceptique. Ah, j'ai beaucoup de mal, ouais. Partons de ce que tu disais au départ. Tu es en licence de droit-philosophie. Oui. Comment tu as trouvé le cursus? Est-ce que c'est quelque chose, le droit, c'est quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps? Pas du tout. J'avais pas du tout l'intention de faire du droit. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire, mais en tout cas, je savais que j'aimais tout ce qui était sciences politiques. J'aimais beaucoup la philosophie, la littérature. Et je voulais justement avoir un peu ce mix des deux. Finalement, j'ai vu que sciences politiques et philosophie, c'était pas quelque chose qui était non plus trop répandu. Mais j'ai vu que je pouvais faire droit, sciences politiques et philosophie, et que le droit, de toute manière, ça pouvait peut-être servir à quelque chose. Donc j'ai sauté le pas, j'ai tenté. Mais je m'attendais pas à autant de travail. Justement, je m'attendais surtout pas à que ce soit autant carré. Le droit, c'est très réglementé, ce que je ne suis pas du tout. C'est pour ça que l'année dernière, ma première année a été super compliquée parce que j'ai dû m'adapter à des choses auxquelles normalement je ne m'adapte pas, parce que je ne veux pas m'adapter à ce genre de choses, parce que c'est trop compliqué de m'organiser, d'essayer de un peu structurer ma pensée, de me borner en fait à quelque chose de clair. Et justement, c'est ce que je retrouve dans la philosophie, le fait d'avoir aucune frontière en fait, et d'avoir un peu cet esprit créateur, cette pensée libre, et surtout ce détachement de quelconques normes qui sont posées là devant moi. C'est vraiment ça que j'aime bien dans la philosophie. Mais en même temps, je pense que c'est bien d'avoir une matière qui peut en tout cas essayer de te recadrer. Est-ce que tu penses que dans la quête de la liberté, il faut parfois suivre un cheminement premièrement encadré? En fait, je pense que pour atteindre la liberté, il faut ne pas être libre un certain temps. Je pense que c'est pas la liberté, je pensais que c'était ça avant, c'était aucune contrainte. Il faut, je pense, se mettre dans un cadre pour pouvoir ensuite être libre. Alors, peux-tu expliciter? Parce que, par exemple, les animaux, ils sont totalement libres. Si on voit un animal qui est dans la nature, il court, il est totalement libre. Mais il a cet instinct, tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas maître de lui. Et je pense qu'en fait, à partir du moment où on n'est pas maître de soi, et qu'on n'arrive pas à visualiser qui on est, nos réactions, etc., qu'on n'ait pas de cadre, ça ne nous permet pas d'être vraiment libre parce qu'on est tout le temps asservi à des émotions un peu trop intempérantes, à un cadre qui ne nous permet pas du tout d'être stable, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, je pense qu'il faut d'abord un peu se stabiliser pour pouvoir être libre. Donc il y aurait un instinct à faire taire, du moins à maîtriser par la raison. Je pense, oui. Je pense que, et c'est pourtant je pensais pas du tout ça avant. Maintenant je pense différemment. Je pense vraiment que ouais, il faut faire taire cet instinct un peu. Cet instinct où, en fait c'est l'instinct de l'enfant. C'est l'enfant qui n'a pas du tout conscience des normes, qui court, qui dit tout et n'importe quoi. Mais est-ce qu'il est vraiment libre? Est-ce qu'il est vraiment conscient de ce qu'il fait? Est-ce que justement, un peu ce trop-plein de liberté ne lui permet pas vraiment de faire ce qu'il veut, tu vois? Ouais, un enfant, c'est un peu... il n'est pas maître de lui-même. Un enfant, il est... quand il a envie de faire un caprice, il fait un caprice, il pleure.
quand il a envie d'être heureux, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui écoute énormément ses sentiments, qui a envie d'être révolutionnaire, rebelle, qui n'a pas du tout envie qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Mais je pense pas que ce soit sincèrement la vraie liberté, de tout le temps s'écouter, de faire ce qu'on veut. Je pense vraiment pas que ça peut être considéré comme de la liberté. Parce qu'on est quand même enchaîné un peu à des comportements justement qui peuvent nous bloquer à certains moments. Intéressant. Je sais pas si tu comprends Totalement. ce que je veux dire. Totalement. Ouais. Qu'est-ce que l'amour, Anna? Très bonne question. Qu'est-ce que l'amour? Pour Anna. Pour moi, déjà, il y a différents amours. Il y a l'amour familial, l'amour amical, l'amour amoureux. Je pense que c'est pas du tout la même chose, parce que ça n'a pas du tout le même rapport. L'amour familial, je verrais ça plutôt comme quelque chose qui est un peu inévitable. C'est pas un choix, je pense, d'aimer ses parents. Parce que tu nais, en fait, je pense que c'est plus un lien d'habitude, mais qui devient ensuite de l'amour. Après, cet amour, il peut être plus ou moins décuplé en fonction de si vraiment tu apprécies tes parents, parce que je pense que ça se passe bien ou non selon les familles, etc. Mais l'habitude, après, peut devenir amour. Mais c'est pas un choix, alors qu'on choisit ses amis et on choisit aussi son copain ou sa copine. Et l'amour amical, je vois vraiment ça comme un partage, mais un partage non charnel, vraiment juste un partage de manière purement intellectuelle, humoristique, tout ce qu'on veut. C'est vraiment quelque chose qui va en fait t'apporter, je pense, énormément, c'est le fait de partager pour grandir. Alors que l'amour amoureux, c'est un partage autant intellectuel que charnel. Je pense que c'est vraiment une union entre deux êtres, alors que l'amour amical peut être plus en retrait par rapport à ça. Il y a moins cette union, parce qu'il n'y a pas l'aspect corporel. Et donc, l'amour, pour moi, c'est un partage. Et c'est une émotion qui vient en plus. Tu partages quelque chose avec quelqu'un, mais tu ressens une émotion, parce que ce partage te touche, parce que ce partage, t'apprécies ce partage, parce que ce partage, en fait, t'apporte quelque chose. Intéressant. Enrichissant. Quelles sont les personnes que tu aimes le plus, Anna? Alors... Et les choses que tu aimes? Les choses que j'aime aussi également. Les activités, on a parlé d'amour, c'est intéressant. Ouais, c'est vrai, parce que j'ai parlé de l'amour des gens, mais il y a aussi l'amour des choses. Et oui. Effectivement. J'aime ma famille. Pour le coup, je parlais de l'habitude, mais c'est aussi quelque chose que tu crées. Je pense que j'ai créé des liens avec mes parents, avec ma famille. Et Alors tu sembles dire que tu as créé, donc ça suppose un choix, c'est-à-dire pas de manière évidente. Alors, il y avait un lien, mais tu sembles le tourner en... En grandissant, je pense que tu fais le choix ou pas d'avoir une attache à tes parents. Au début, tu es un peu obligé, parce que tu es jeune et que tu sais pas vraiment ce qu'est l'amour, ce que vraiment représentent les parents, etc. Je pense que quand tu grandis, tu fais vraiment le choix ou non de vouloir les aimer, de vouloir leur apporter quelque chose. Et moi, mes parents, je les aime plus que tout. C'est des personnes qui m'ont apporté énormément de choses. Et on parlait du partage. C'est des personnes qui ont fait mon éducation. C'est des personnes qui m'ont appris que ce soit la politesse, des connaissances, le savoir-vivre, tout et n'importe quoi, que ce soit le sport, les discussions. C'est un partage. Et justement, en fait, je suis très reconnaissante envers eux et mon amour s'en trouve agrandi parce qu'ils m'ont apporté beaucoup de choses et ça fait que je les aime d'autant plus. Et moi aussi, j'ai envie de leur apporter quelque chose pour montrer que l'amour est réciproque. Donc j'aime énormément mes parents, mais j'aime aussi énormément mes amis. C'est vraiment quelque chose qui fait partie d'une base stable. Je pense que... Qu'est-ce que l'amitié pour Anna? Qu'est-ce qu'un bon ami pour Anna? Qu'est-ce qu'un bon ami? C'est quelqu'un qui t'accepte comme tu es. Ça peut paraître peut-être bateau. L'acceptation, mais j'adore. Qu'est-ce que l'acceptation, Anna? Qu'entends-tu par accepter quelqu'un? Accepter quelqu'un, ça veut dire qu'on accepte très bien les défauts et les qualités. On accepte une façon de vivre, on accepte une pensée. En fait, c'est la tolérance de l'autre. C'est vraiment un mot qui m'est cher parce que je trouve vraiment que ça se perd, la tolérance. Et pourtant, c'est une des choses les plus belles, je pense. Tolérer que, pas tout non plus, pas une tolérance absolue,
mais une tolérance des... Temporel, le temps de faire comprendre ou que la personne comprenne d'elle-même. Le fait qu'en fait, les gens ont des défauts, les gens sont imparfaits. Et en fait, justement, d'accepter et même d'aimer en fait, cette imperfection. Et en fait, j'ai envie qu'on m'aime pour ce que je suis, c'est-à-dire une personne qui a des qualités, mais aussi une personne qui a beaucoup de défauts. Et il y a très peu de gens, je pense, qui t'acceptent totalement, qui t'acceptent en tout cas naturellement. Et justement, je vais aller plus vers des personnes qui vont pouvoir accepter ce côté naturel que je peux avoir. Et en fait, c'est à la rencontre. Si je sens que je peux pas être naturelle, ça me braque et je pense que c'est pas quelqu'un avec qui je pourrais former quelque chose, être amie avec cette personne. Et dès que je me sens moi-même, quand vraiment je me laisse aller, il n'y a aucun contrôle de soi-même et juste on est nous-mêmes, et que la personne l'accepte en face, pour moi c'est vraiment une preuve d'amitié. Enfin, je peux construire une amitié avec cette personne-là. C'est vraiment le fait de s'accepter avec les imperfections et de tolérer que la personne puisse avoir des faiblesses, puisse avoir des emmerdes, tout et n'importe quoi, parce qu'on est là pour les bons moments, mais aussi pour les mauvais. Et c'est là où tu vois aussi, je pense, les vraies amitiés. C'est un soutien en fait mutuel constamment et qui apporte des plus, toujours, mais qui fait aussi, qui comprend aussi le moins, quand parfois tu peux être moins bien ou que tu as besoin de quelqu'un. Alors j'aime beaucoup comment tu articules ta définition en partant du fait qu'un ami, c'est quelqu'un qui t'apporte, mais aussi que l'amitié est basée sur la tolérance et que de fait, elle doit supporter le moins. As-tu déjà vécu des problèmes amicaux, fraternels, qui t'ont particulièrement emmené à du moins? Et comment as-tu réussi à faire preuve de tolérance? Parce que c'est difficile quand même. Moi, je m'appelle Abel. Oui. Abel, dans la Bible, se fait tuer par son frère. Ce que j'entends par là, c'est que son histoire est très enrichissante parce que, eh bien, tu as parlé de réciprocité aussi quand tu as parlé d'amour. Parfois, tu es prêt à donner de l'amour, mais malheureusement, autrui n'est pas prêt, premièrement déjà, à accepter cet amour et aussi à te le redonner. Doit-on attendre d'un ami qui nous donne réciproquement? Alors moi, je considère que oui. Enfin, je vois vraiment ça comme une réciprocité. C'est du donnant-donnant pour moi. De l'ordre de la considération ou de l'ordre du matériel, de l'ordre... Non, pas du tout du matériel. Pour moi, une amitié, c'est pas, ça comprend pas le matériel. Ça, c'est un plus, mais c'est pas du tout quelque chose que je conçois. Tolérance aussi dans une moindre mesure. Je pense qu'on peut pas tout tolérer. Je pense que quand je parle de la tolérance, c'est le fait de ne pas attendre qu'une personne soit comme tu voudrais qu'elle soit. Une personne qui a que des qualités, une personne qui va toujours bien dans la vie. Je pense que c'est ça aussi l'amitié, c'est le fait d'avoir les bons côtés, mais également les mauvais. Et donc quand une personne, par exemple, ne va pas bien, une amie ne va pas bien, c'est un moins pour moi. Parce que ça veut dire que je dois donner de mon énergie, de mon temps, etc. Enfin, objectivement, c'est un moins, mais en soi, ce n'est pas un moins pour moi parce que c'est une amitié, donc c'est quelque chose qui, en fait, me paraît tout aussi naturel que si c'était un plus. C'est-à-dire qu'une amie a besoin d'aide, elle m'appelle, elle va pas bien, je viendrai la voir. C'est négatif, parce que là, ça ne m'apportera pas du positif, ça ne sera pas des choses positives qu'elle va m'apporter, des bons moments, etc. Donc je pense qu'on doit être là aussi dans l'adversité, et que c'est ça qui peut être le moins, mais qui finalement, en fait, n'est pas un moins. Mais quand je parle de tolérance, c'est plus le fait d'accepter que la personne ait des imperfections. Donc c'est pas tout tolérer si la personne a des propos déplacés tout le temps, que la personne a vraiment des réactions qui ne me conviennent pas ou fait des choses que je n'apprécie pas. Je peux pas tolérer qu'on puisse tout le temps être comme ça. Mais tu peux tolérer que la personne elle ait des défauts et justement les aimer d'autant plus. Intéressant. Qui est Dieu, Anna? Alors, je vais vous décevoir, cher Abel. Je ne crois pas en une entité supérieure. Intéressant. Et je pense que c'est depuis longtemps que je n'y crois pas. J'ai jamais voulu croire à quelque chose qui me dépassait. En tout cas, dans mon enfance, j'ai pas le souvenir d'avoir pensé un jour que quelqu'un vraiment m'observait. C'était plus une métaphore peut-être, mais sans vraiment le considérer comme vrai.
Donc même si je suis baptisée, que mes parents sont plus ou moins chrétiens, c'est vraiment pas quelque chose qui me tourmente dans la vie. Pour moi, il n'y a pas de divinité supérieure, il n'y a rien. Je pense qu'il y a nous-mêmes déjà, ça fait déjà beaucoup de monde. Et il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Et justement, je pense que ça a été ça quand j'étais jeune et que j'ai voulu un peu m'essayer à Dieu. Je me disais, est-ce qu'il va m'entendre ? Donc je pense que c'est un peu la phase d'expérimentation. Tout le monde te parle de Dieu, mais tu sais pas ce que c'est. Et donc on te dit qu'il te voit, il t'entend. Bah, il m'a jamais entendu. Donc en fait, j'ai considéré qu'il n'existait pas. Okay. Un peu de cette sorte-là. Et même, je pense que même si, comme je disais, j'ai ce côté très rêveur, etc., j'ai quand même des côtés très rationnels. Et la science est pour moi une ligne à suivre. Et pour moi, la science ne peut pas être compatible, en tout cas avec ce qu'ils disent. Enfin, ce que disent les scientifiques, c'est pas compatible avec le fait qu'il puisse y avoir quelque chose d'immatériel, supérieur, qui dicterait une partie du monde, qui l'aurait créé, le créateur. Très intéressant, très intéressant. Alors, je reviens juste sur une partie particulièrement... Bien sûr. Quand tu dis « il ne m'a pas entendu », tu en fais une vérité. En tout cas, tu as l'air certaine de ce que tu avances. Du moins, comment ça s'est donné à toi, c'est qu'il ne t'a pas répondu. Parce que savoir s'il t'a entendu ou non, si on émet la possibilité qu'il y ait un Dieu. Oui. Ce que tu veux dire, c'est surtout que tu n'as pas ressenti de réponse. C'est ça. Je pense que j'ai voulu m'y essayer en ayant une espérance. Et tu t'en souviens, c'était un moment particulier où c'était... Oui, par exemple, les vœux. Après, je ne sais pas si c'est vraiment lié, mais pour moi, c'est quelque chose qui est immatériel. Un vœu, c'est une croyance de penser qu'il va se réaliser. Moi, c'était plus ça, mon rapport. C'était pas forcément de penser... En plus, je connais pas très bien... je suis pas très forte en tout ce qui est études de religion. Je m'y suis pas vraiment épanchée. Mais j'avais ce truc de superstition, de vœux que je voulais un peu tester pour voir si c'était vraiment compatible. Passer sous une échelle, j'adorais le tenter, voir un chat noir, ouvrir un parapluie dans la maison. Je voulais un petit peu tester toutes ces superstitions que je trouvais assez particulières, quoi. Quand t'es jeune, tu te dis, c'est bizarre, ça veut dire que si je passe sous une échelle, il va m'arriver quelque chose de mauvais. Et ce vœu de se dire, je parle à quelqu'un que je ne vois pas, mais qui, ce vœu sera peut-être un jour réalisé, si en tout cas je me conduis bien. Et j'en ai jamais vu la couleur, quoi. Intéressant. Donc c'était plus, je pense que j'étais plus en train de tester un peu ce côté immatériel qui me paraissait un peu vague, dont on me parlait mais que j'arrivais pas trop à comprendre. Et après, je suis vraiment partie dans cette direction où j'ai considéré qu'il n'y avait pas de personne qui me regardait d'en haut et que le monde avait été créé par des formules scientifiques. Et que je pense qu'à part moi, et à part peut-être mon entourage, il n'y a personne. Et je pense que je suis seule responsable de mes actes, seule responsable de ce que je peux devenir. Et qu'il n'y aura personne derrière moi. En fait, je pense que je peux croire en soi qu'en moi. Et que c'est pas en attendant des réponses que j'arriverai à avancer. Très intéressant. Alors pour moi qui suis croyant, alors justement, ma question est la suivante. Que penses-tu de ces personnes qui croient ? On est dans un institut catholique. Quel est ton rapport un peu à cet autrui qui semble vivre de par cette croyance ? Alors moi, c'est pas du tout quelque chose que tu abordes. J'ai pas du tout de rejet envers les personnes qui croient. J'ai vraiment une neutralité, c'est-à-dire que pour moi, chacun fait ce qu'il veut et est libre de croire ou de ne pas croire. Et en plus, j'adore parler avec des personnes qui croient pour essayer d'un petit peu de comprendre ce qu'ils peuvent penser. Mais en fait, la seule chose que je ne veux pas, c'est qu'en fait, leur croyance empiète sur ma vie, qu'une personne puisse m'inciter à croire alors que je n'ai pas envie de croire. Ça, c'est vraiment la limite. En fait, c'est à partir du moment où tu veux me forcer à croire cela, que là, ça va me poser un problème. Mais tant que tu ne me forces à rien et que toi, c'est quelque chose qui peut t'aider dans ta vie, c'est quelque chose dont tu crois profondément, moi, j'ai aucun souci avec ça et je trouve ça même bien parce que je pense que la religion, c'est très unificateur.
Moi, après, c'est mon avis personnel, mais je considère que la religion, ça a été créé comme une source d'union, aussi une manière de ne pas avoir peur. Je pense que c'est quelque chose qui réconforte énormément la religion. Ça réconforte du rien. Je pense que de penser qu'il n'y a rien, ça peut être aussi effrayant. Ça peut être quelque chose qui guide nos pas, ça peut être quelque chose qui nous aide en fait. Je pense que ça peut vraiment être quelque chose de positif et c'est pour ça que ça ne me dérange aucunement que des personnes puissent croire et justement je trouve que c'est bien et j'aurais aimé peut-être partager leurs croyances, mais je ne m'en sens pas apte. Très intéressant, très joliment dit. Anna, qu'est-ce que le beau et quel est ton rapport à la beauté? C'est-à-dire, te trouves-tu belle, Anna? Très bien. Alors, le beau, c'est vraiment quelque chose qui me paraît très vague comme notion, et pour autant qui m'est très proche. Parce que je considère que je vis pour la beauté, j'aime la beauté, j'aime que ce soit harmonieux, j'aime que ce soit coloré, que ça dégage quelque chose en fait. Il faut qu'il y ait une certaine sensibilité qui émane d'une chose, d'une personne. La beauté, c'est avant tout pour moi un sentiment que tu ressens, mais aussi une harmonie, quelque chose qui va vraiment, qui va un peu se fondre dans le décor. C'est une notion qui est vraiment complexe, je trouve, parce qu'on est tous les jours confrontés à du beau, et pour autant, on ne saurait pas vraiment donner une définition claire. Je pense qu'il y a aussi le beau comme norme, comme norme parce que, par exemple, les standards de beauté actuels ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans. L'art n'est pas le même qu'il y a 20 ans non plus. Et en fait, on se rend compte que la beauté, elle est aussi plongée dans un temps. Donc est-ce qu'il y a vraiment une beauté absolue? Est-ce que c'est pas une beauté qui est subjective, une beauté qui est liée à une façon de penser actuelle de nos époques? C'est pour ça que la beauté, la notion même de beauté est très compliquée à saisir. Mais moi, personnellement, je conçois vraiment ça comme un dégagement d'une émotion, d'un sentiment et vraiment une harmonie, que ce soit des couleurs, des formes, que ça retranscrive quelque chose et que ça me dise quelque chose en retour. Nécessairement bon? Non, parce que le mal est attrayant, le mal est beau, finalement. Donc non, pas nécessairement beau. Et je pense que la beauté, elle est vidée de toute considération, de toute connotation, je pense... Morale. Du bien. Ouais, morale, je pense que c'est ça. La beauté, ça peut être aussi bien mal que bien. Vraiment vidée de toute connotation morale. Quel est ton rapport à la beauté? Te trouves-tu belle, Anna? Je trouve que c'est une question qui est relativement compliquée à répondre parce que je pense que la beauté, comme je l'ai dit, est relativement liée à une émotion. Je sais que par exemple, une beauté sans charme n'est pas une beauté. En tout cas pour moi, c'est certes beau à regarder, mais c'est pas quelque chose qui va me conforter dans l'idée que c'est beau. Qu'est-ce que le charme? Et justement, pour moi, le charme, c'est quelque chose, c'est une beauté, donc c'est quelque chose que tu vas trouver beau, mais qui va dégager d'autant plus que juste une simple beauté. Vraiment, c'est toujours encore dans une émanation d'émotions. Ça va être un regard, ça va être un sourire, ça va être une parole, un comportement, une façon de parler, etc. Qui va faire que ça rend sa personne singulière. Et en fait, il y a beaucoup de personnes belles, il y a beaucoup de choses belles, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont aptes à pouvoir dégager quelque chose de vraiment de propre. Le fait que ce soit une personne, mais que ça ne pourra jamais être une autre. Alors qu'une beauté, ça peut très bien être une personne, mais ça peut très bien... Enfin, la beauté, elle peut être partout. Et justement, c'est cette difficulté de se dire que, déjà, il faut savoir si esthétiquement on se trouve beau ou pas beau, et ce qui est une question qui est relativement compliquée parce que je
pense qu'on n'est jamais vraiment maître du regard qu'on peut porter sur soi, et je pense qu'on est intransigeant envers nous-mêmes et que on n'est pas vraiment... Notre avis n'est pas vraiment représentatif de ce qu'on pourrait être ou dégager, et qu'on est plus sévère avec notre propre beauté qu'avec celle des autres. Tous? Je sais pas, en tout cas moi. Je suis très... Enfin, de toute façon, je peux rien y faire. Hein. C'est un corps qu'on m'a donné, c'est un visage qu'on m'a donné. On peut faire des efforts pour, je sais pas, pour s'embellir peut-être, mais on pourra jamais changer le physique qu'on a. Et c'est pour ça que j'ai du mal à avoir un avis vraiment concret sur ma personne. J'ai pas de considération sur ma personne. Et pour le coup, je laisse la considération aux autres. Parce que je pense que je serai jamais assez bien placée pour savoir si je me trouve belle ou non. Intéressant. Intéressant. Ouais. Intéressant. Dans ce cas, peux-tu nous citer une personne belle, un homme beau, une femme belle Alors, que tu connais ou non? que je connais, Oui, oui. et ça peut être que tu connais. Hein. On peut prendre des personnalités, mais de préférence peut-être. Alors moi, je trouve que Brad Pitt est magnifique, par exemple. Comment tu l'expliques? Parce que dans ses films, il dégage quelque chose. Et lui, je trouve que c'est plus que juste un visage. C'est vraiment un visage animé. C'est un sourire qui va totalement, un peu comme faire rayonner une partie de lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça va mettre en fait son visage en mouvement. Et je trouve que dans les films, quand il a un regard, en plus il a des très beaux yeux. D'une part, il a des très beaux yeux, mais il sait aussi comment regarder, comment faire transmettre justement son regard. Et en fait, à travers une beauté, il y a aussi une personnalité. Et le charme fait partie de cette personnalité aussi. Et c'est pour ça qu'une considération juste esthétique me paraît très compliquée. Parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent autour. Donc c'est Et que je ne parle pas une beauté. Je regarde une beauté et cette beauté me parle ensuite. Je veux pas que ce soit une beauté muette. C'est qu'elle me dit quelque chose. Et donc je ne saurais te dire si je dis quelque chose aux gens, si j'arrive à pouvoir, si j'ai un charme, si j'arrive à transmettre des choses. Et c'est pour ça que je ne me verrai jamais, parce qu'on a le miroir, mais c'est pas non plus une représentation dans l'instantané sur un moment. Je pense que je pourrais jamais me voir tel que je suis ou tel que des gens pourraient me voir. Et c'est pour ça que je ne me pose plus vraiment la question de savoir si je me trouve belle ou si je me trouve moche, parce qu'en plus, te gâcher une journée, de te dire bah putain, je suis super moche aujourd'hui. Tu sais, ton physique va en plus, après, déterminer ta journée. Je trouve ça effrayant. Donc je préfère ne pas trop me poser de questions par rapport à ça et de laisser le libre choix aux personnes qui me regardent. Et très bien. Peut-être t'a-t-on déjà dit que tu étais très belle, Anna? Question? Oui, on me l'a déjà dit, bien sûr. Et à partir de ces dires, tu penses en faire une vérité? Non, parce que c'est pas la quantité d'avis qui va faire que ça va pouvoir me faire penser. C'est pas une quantité d'avis qui va influer sur mon choix. Parce que pour moi, c'est pas la quantité qui fait la qualité, forcément. Et que on a beau, imaginons qu'on me le dise régulièrement, c'est pas quelque chose qui va me conforter dans l'idée que je vais pouvoir être belle, par exemple. Parce que pour moi, un regard, c'est subjectif, parce que c'est pas forcément ce qui m'aide quand on va me dire, par exemple, que j'ai cette qualité-là. Si on me la scène chaque jour, c'est pas pour autant... Certes, ça va peut-être influencer un petit peu, mais c'est pas pour autant que je vais trouver que... C'est flatteur, certes. Ça fait toujours... ça remonte toujours un petit peu l'ego. Mais je suis moi, ils sont eux, et je pense que on a chacun un regard différent sur chacun. C'est très intéressant, c'est hyper intéressant de comprendre ton rapport à la vie, à autrui, à toi-même. Et puis tu joues entre les termes, ça prend son jeu. Découvre un monde en fait. Découvrir quelqu'un, c'est découvrir un monde qui m'était jusque-là étranger. Donc, merci de m'inviter dans ton monde. Je t'en prie. Je pensais que c'était moi qui t'invitais, mais c'est toi en vérité qui m'invite. En vérité. C'est quoi l'acceptation pour toi? Alors pour moi, l'acceptation, en fait, c'est un peu
la recherche de ma vie. C'est le fait de s'accepter. Et qu'est-ce que c'est s'accepter? C'est de, on va dire, de faire l'état des lieux. Ça veut dire que je suis telle que je suis. Je suis avec ce physique, je suis avec cette pensée. Ensuite, l'acceptation du monde. Je suis dans ce monde-là et je vais devoir y vivre jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est d'une part donc s'accepter soi-même, accepter le monde, et ensuite accepter que soi-même soit dans le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, faut commencer par l'un puis l'autre, et après faut accepter que les deux puissent se rejoindre. Et l'acceptation, c'est vraiment en fait de enfin dire oui, je suis telle que je suis, oui le monde est comme ça, oui ensemble on sera comme ça. Et c'est de dire oui et pas non, et de pas fuir. Le contraire de l'acceptation, pour moi, c'est vraiment la fuite. C'est de ne pas accepter qu'on soit comme ci, qu'on soit comme ça, et de fuir des constats en fait qui sont là, d'avoir peur. Et je pense que pour pouvoir être heureux, la clé c'est l'acceptation. Et que je pense que sans ça, on a beau avoir une vie géniale, s'acheter plein de trucs, faire des voyages. Je pense que tant qu'on ne s'accepte pas, on n'arrivera jamais à être heureux et à apprécier pleinement, en tout cas le plus possible, les moments qu'on est en train de vivre, les choses qu'on a. Et pour moi, c'est vraiment la clé. Tu as beaucoup parlé de liberté et de créativité. Te considères-tu comme une artiste, Anna? Alors, j'aurais pas la prétention de me considérer comme une artiste. Loin de là. Mais je considère que j'ai de la créativité. Après, ça c'est par exemple une qualité que je trouve. Parce que ça permet de créer des choses, ça permet de ne pas se contenter d'un exemple, d'une chose concrètement, mais de pouvoir aller au-delà. Et la création aussi, c'est quelque chose qui fait vivre aussi dans la vie. Créer des idées, créer des perceptions, créer des œuvres. Moi, la création, c'est une des choses qui me fait vivre. Je me considère comme quelqu'un de créatif. Créatif. Ouais. Mais est-ce que c'est pas la définition d'un artiste? Un artiste, il faut quand même que ce soit concret. Il faut quand même qu'il y ait une œuvre. Il faut quand même que ce soit... pour moi, il faut que ce soit acté. Un artiste, ça va être quelqu'un qui a des œuvres et là, il peut se considérer comme artiste. Mais tu as des œuvres parce que tu es en relation avec nous. Ce que tu viens de dire, tu l'as créé, demain tu l'as conceptualisé. Mais dans ce cas-là, on est tous des artistes. La parole est artiste. Dans ce cas-là. C'est pas Dieu qui nous dira le contraire. Genèse 1. On est tous artistes. Mais alors pourquoi il y aurait une catégorie en particulier? Qu'est-ce qui ferait que... Ça dépend de l'entendement de tous. Moi, je pense que nous sommes tous des artistes, nous sommes tous des créateurs, du moins des concepteurs. Et que dès lors où on l'accepte, eh bien c'est là où la vie prend une autre tournure. Parce qu'on se donne le droit de. C'est intéressant. Donc on est tous aptes à créer quelque chose. Mais ça suppose certaines conditions spirituelles, si puis dire, au préalable. Se donner le droit de se prendre assez au sérieux, suffisamment au sérieux pour faire des œuvres. Parler d'œuvres, une action harmonieuse. Vous avez plus ça comme vivre. Quand tu vis, tu crées. Toi-même, tu te crées. Oui, mais je me crée. Oui, je suis en perpétuelle création. Tu es une œuvre d'art. Je suis une œuvre d'art. C'est ça. Exactement. Mais quand je parlais de création, c'était plus quelque chose de matériel. Mais on peut aussi le voir comme quelque chose d'immatériel, le fait de se créer soi-même, le fait d'entretenir une parole qui se crée, bien sûr. Mais pour le côté artiste, je voyais plus comme une création d'œuvre. Mais c'est intéressant aussi, une création immatérielle. Et dans ce cas-là, oui, effectivement, on est tous artistes. Donc je suis artiste. Voilà. Excellent. Une référence à nous partager, Anna. Que souhaites-tu partager aux millions d'auditeurs qui t'écouteront? Aux millions.
Alors j'aimerais bien partager un livre que j'ai lu cet été et qui est justement un peu en rapport toujours avec le monde et en fait avec le thème de l'immortel qui s'appelle justement L'immortalité de Kundera. Et c'est un livre d'une part très intelligent, je trouve. Une réflexion de pensée, des références historiques. C'est très bien formé et en plus c'est très accessible. Et c'est justement cette question de vouloir être éternel, enfin en tout cas immortel, et de rester dans la conscience collective. Et quelle image on va pouvoir avoir de toi. C'est-à-dire qu'une personne meurt, on a une image d'elle, mais est-ce que c'était vraiment elle ? Cette volonté aussi de vouloir rester dans le temps, de vouloir s'immortaliser par rapport à un livre. Est-ce que écrire finalement c'est pas s'immortaliser d'une certaine manière ? De peindre, de faire des statues. De faire un podcast. De faire un podcast, qui pourra peut-être rester dans les mémoires, Abel. Et c'est ça en fait, cette volonté de rester. Ça aborde aussi la question du suicide, qui est assez intéressante. Et notamment Kundera qui dit si elle voulait partir, c'est qu'elle voulait rester. C'est aussi une manière de s'ancrer dans le temps et de marquer un peu en partant, tu restes en même temps, parce que tu marques un point de rupture et tu restes dans les consciences. Et c'est toute cette question entre la vie et la mort, entre la mortalité de l'homme et l'immortalité. Et voilà ce que je voulais partager, parce que je trouvais que ça résumait bien un peu ce dont on parlait. Totalement, mais merci infiniment, Anna. Dernière question, si puis-je me permettre. Qu'aimerais-tu qu'on retienne de toi, Anna, dans une éternité ? Si on devait retenir une chose de moi, je pense que ce serait la volonté de bien faire et surtout la lutte pour la vie. Le fait de vouloir persévérer et de vraiment vouloir accéder un peu et tendre vers un idéal qui, j'espère, sera de plus en plus proche. Et merci infiniment, Anna Kupchou, pour ce temps accordé au podcast Philosophie. Anna Kupchou s'est racontée, s'est ouverte à elle-même, si puis-je dire. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de notre invité du jour. Et j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça a évoqué des choses en vous et que vous pourrez, par ce podcast, vous faire miroir de Anna Kupchou. Et j'espère qu'elle aura, par son cheminement, répondu à des questions existentielles chez vous. N'hésitez pas à nous le faire partager. Le partage a été abordé dans ce podcast par Anna. Pour Anna, le partage, c'est l'amour aussi. Eh bien, à une prochaine sur le podcast Philosophie. C'est la femme dont je rêve, la gentille Anna. Je suis assez vieux, ne vous moquez pas. C'est ma femme à moi, la gentille Anna. Croyez-moi.